Je suis rentré de l'hôpital après ma 3e séance de chimio et j'ai trouvé mon allée bloquée par le camion de mon voisin. J'ai frappé, à peine debout. Il m'a ouvert et m'a dit, « Ce n'est pas ma faute si tu n'as pas anticipé. » J'ai dormi dans ma voiture cette nuit-là, mais je n'ai rien dit, car ce que j'ai envoyé le lendemain matin lui ferait regretter de m'avoir parlé ainsi. J'habite une petite ville près de Tulsa, dans l'Oklahoma. Un endroit calme, surtout des personnes âgées, des familles. J'habite la même maison depuis près de 12 ans. Elle n'est pas grande, juste 2 chambres, une allée étroite et une véranda dont la peinture s'écaillait des balustrades. Je la gardais toujours propre, je restais seul. L'automne dernier, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. J'ai trouvé la dépression toute seule. Je pensais que ce n'était rien. J'ai attendu trop longtemps. La chimio a été dure. J'ai perdu mes cheveux très vite. Les nausées ne cessaient pas. Certains jours, je n'arrivais même pas à garder l'eau. Je me débrouillais toute seule. Mon ex, parti après 10 ans de mariage, m'a dit qu'il ne pouvait pas me regarder dépérir. Mes seuls frères étaient à l'autre bout du pays, avec ses propres problèmes. J'avais des amis au travail, mais dès que je ne venais plus, les textos ralentissaient, puis s'arrêtaient. Alors, je me suis rendu en voiture à ma chimio. Chaque fois, je me reposais sur le parking après la séance avant d'essayer de rentrer. Ce jour-là, c'était la 3e séance. Je me souviens que l'infirmière m'a regardé et m'a dit, « Tu ne devrais pas être seul maintenant. » Je n'ai pas répondu. Je suis monté dans ma voiture, j'ai éteint la radio et j'ai commencé à rouler. 30 minutes plus tard, pas de circulation, juste le léger vrombissement des pneus. Mais en arrivant chez moi, je ne pouvais même pas entrer dans l'allée. Mon voisin Travis avait garé son énorme Silverado blanc juste en face, en diagonale, sans même essayer de rentrer sur son terrain. Je me suis arrêté et je l'ai juste regardé 1 minute. Mes bras tremblaient. Ma vue était un peu floue. Je n'avais pas mangé depuis la veille. J'ai baissé la vitre et je l'ai cherché dehors. Rien. Alors, je me suis traîné hors de la voiture et je suis allé à côté. Il m'a ouvert, une bière déjà ouverte. Musique forte en fond sonore. Il m'a regardé comme si je l'avais réveillé d'une sieste. Dis donc, ai-je dit, à peine plus fort qu'un murmure. Tu peux déplacer ton camion? Je revenais tout juste de l'hôpital. Il a regardé la rue par-dessus mon épaule, puis m'a regardé de nouveau. Ce n'est pas ma faute si tu n'as pas anticipé, a-t-il dit. Puis il a fermé la portière. C'était fini. Non, laisse-moi t'aider. Je me suis juste retourné et j'ai verrouillé la portière au nez. Je suis resté là 1 minute. Je sentais mes genoux me lâcher. Je suis retourné à ma voiture, me suis assise et j'ai pleuré. Pas fort, pas dramatiquement, juste des larmes silencieuses, les yeux fixés sur le volant. Je n'avais pas la force de lutter. Je n'avais pas non plus la force de faire le tour jusqu'à la porte arrière. Alors, j'ai reculé le siège et me suis recouverte de la couverture de survie que je gardais dans le coffre, et j'ai dormi là. Je me suis réveillé avec une douleur au cou, trempé de sueur, une bouteille d'eau par terre, hors de portée. Il était encore tôt. La rue était déserte. Ce matin-là, je n'ai pas crié. Je n'ai plus frappé. Je suis sorti de la voiture, j'ai pris des photos sous tous les angles, horodatées avec mon téléphone. J'ai même enregistré une vidéo où je pointais du doigt les panneaux de signalisation, ma boîte aux lettres et son camion. Ensuite, je me suis mis au travail. J'ai appelé le bureau local de contrôle du code de la route. J'ai déposé une plainte officielle auprès de l'association des propriétaires. J'ai passé des heures à éplucher les archives municipales et j'ai découvert que Travis n'était même pas propriétaire de la maison. Il était locataire chez un homme au Texas. J'ai donc trouvé l'adresse de cet homme dans la base de données de l'évaluateur public, j'ai imprimé tous les justificatifs et je lui ai envoyé directement une courte lettre. Mais ce que je savais, ce que j'avais remarqué depuis des mois, c'est que Travis dirigeait une entreprise depuis chez lui, sans permis, probablement illégale. Je l'avais vu avec des moteurs démontés sur l'herbe, des clients s'arrêtant et déposant des véhicules, des vapeurs de peinture s'échappant par-dessus la clôture. J'avais même noté les dates auxquelles j'avais vu cela se produire. Alors, j'ai compilé tout ça, chaque détail, chaque nom entendu, chaque plaque d'immatriculation photographiée. Puis, j'ai envoyé ce rapport au bureau d'urbanisme de la ville et au comité de sécurité environnementale. J'ai attendu. Environ 3 semaines plus tard,
j'ai vu un véhicule municipal garé devant chez lui. Une femme avec un badge et un presse-papier a fait le tour du jardin, a pris des photos, puis a frappé à sa porte. Je l'ai observé par ma fenêtre. Il n'avait plus l'air aussi satisfait. Le Silverado a disparu de mon allée ce jour-là. Une semaine plus tard, il a commencé à faire ses bagages. Une remorque est arrivée. Le bruit incessant des outils électriques a cessé. Plus de clients. Plus d'aboiements de chiens toute la nuit. Puis, un matin, j'ai vu une pancarte collée dans son jardin indiquant qu'il était à louer. Il était parti en une semaine. Après le départ de Travis, le calme est revenu pour la première fois depuis des mois. Je pouvais dormir sans entendre les moteurs vrombir ni les chiens aboyer après minuit. J'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Mais 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. Elle venait de la société de gestion immobilière qui s'occupait maintenant de la maison d'Axan Grave Côté. Ils ont dit qu'une plainte avait été déposée contre moi pour harcèlement d'un locataire et atteinte à la propriété privée. J'étais assise à ma table de cuisine, la lettre à la main, les doigts tremblants. Ça n'avait aucun sens. Je n'avais pas touché à sa propriété. Je ne lui avais plus adressé la parole après cette nuit-là. J'avais suivi tous les canaux légaux. J'ai appelé le numéro indiqué. La femme au bout du fil était polie mais ferme. On nous a dit que vous preniez des photos sans votre consentement et que vous suiviez les clients du locataire, a-t-elle dit. J'ai éclaté de rire. J'étais en chimiothérapie. J'avais à peine la force de me lever, et encore moins de suivre qui que ce soit. Elle a marqué une pause. Est-ce documenté? C'est là que j'ai compris que je devais tout prouver. Que je n'étais pas juste une voisine aigrie. Que je n'avais pas tout inventé. Que je n'étais pas une femme en colère cherchant la bagarre. J'ai passé la journée suivante à constituer un classeur. Photos, rapports municipaux, dossiers médicaux, une copie du diagnostic, et même une lettre de mon infirmière. Je l'ai envoyée par courrier recommandé. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Mais environ un mois plus tard, j'ai trouvé quelque chose sur ma pelouse. Un rat mort. Pas de mots, pas d'explication. Quelques jours plus tard, quelqu'un a cambriolé le côté de ma voiture. Des lignes profondes et disgracieuses en travers de la portière conducteur. Je n'avais pas de caméra à l'époque. Je ne savais pas si c'était lié à Travis, mais le moment était difficile à ignorer. Je suis allé voir la police, j'ai porté plainte, mais sans preuve, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Pourtant, je n'ai pas arrêté. Je suis retourné à l'association de propriétaires, j'ai raconté tout ce qui s'était passé, je leur ai dit que je ne me sentais pas en sécurité et j'ai demandé la permission d'installer un système de caméras sur ma maison, même si elle donnait sur une partie de la pelouse commune. Ils ont approuvé. Une semaine plus tard, j'ai installé 3 caméras à détection de mouvement, une sur le porche, une près de l'allée, une face à la rue. C'est là que je l'ai surprise. La petite amie de Travis, une des femmes qui traînait dans le coin quand il habitait là, se garait quelques maisons plus loin, se promenait la nuit et jetait des déchets dans mon jardin. Sacs de fast-food, bouteilles de bière, même des mouchoirs usagés. J'ai envoyé les images à l'association de propriétaires et à la gestionnaire immobilière. Elle n'est jamais revenue. Après ça, le calme est revenu. Pendant un moment, je continuais ma chimio, je continuais à me rendre à l'hôpital en voiture, et je rentrais toujours chez moi dans une maison vide. Mais je me suis endurci un peu. J'apprenais à moins attendre des gens. Puis j'ai reçu une lettre par la poste, manuscrite, sans adresse de retour. À l'intérieur, une simple feuille de papier. Pas de salutation, juste une phrase. Tu t'es trompé de personne. Je suis resté dans ma cuisine, la tenant, sentant un frisson me gagner la poitrine. Je ne reconnaissais pas l'écriture. Je ne savais pas si c'était Travis, quelqu'un de son entourage ou un lâche qui avait entendu les ragots et avait décidé de semer la zizanie. Je n'ai pas appelé la police cette fois-là. Je suis juste sorti, j'ai braqué mes caméras vers la boîte aux lettres et j'en ai ajouté une autre sur le côté de la maison. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Une semaine plus tard, je me suis réveillé et j'ai trouvé ma véranda couverte d'huile de moteur. Épais, noir, collant. Quelqu'un en avait répandu partout sur les marches de l'allée. Comme un avertissement, j'ai appelé la police, puis je leur ai montré les images, mais le coupable était resté hors de vue, juste au-delà du champ de la caméra. Ils ont porté plainte, m'ont dit de faire attention. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. J'ai engagé quelqu'un pour nettoyer,
payé de ma poche, juste un autre coup. Mais ça m'a fait réfléchir. J'ai revu mes images image par image, cherchant quelqu'un qui tournait autour du pâté de maison, quelqu'un qui était resté garé trop longtemps. C'est là que j'ai remarqué quelque chose. Un vieux SUV marron qui était passé 4 fois en 2 heures, ralentissant toujours près de chez moi. Je ne l'avais pas remarqué avant. J'ai vérifié les plaques d'immatriculation. J'avais une amie à la mairie. Je ne dirai pas son nom. Il s'est avéré que le SUV appartenait au cousin de Travis, un type qui avait déjà eu des ennuis. Résiste à l'arrestation, ce genre de choses. Il habitait 2 villes plus loin. J'ai tout imprimé, déposé une ordonnance restrictive, envoyé des copies à l'association de propriétaires, au syndic et à la police, puis j'ai fait une dernière chose, j'ai envoyé une lettre recommandée. Ce ne sera pas l'association de propriétaires, mais un avocat. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles après ça. Je me gare toujours au même endroit, je marche toujours par le même chemin jusqu'à ma porte d'entrée. Les caméras sont toujours allumées. Les taches d'huile ne sont jamais complètement parties du bois du Porsche. Je n'ai plus eu de nouvelles de Travis ni de quiconque de son entourage depuis des mois. Mais chaque fois que je sors, je regarde toujours des deux côtés. Non pas que j'ai encore peur, mais parce qu'une partie de moi s'attend encore au pire. Et à vrai dire, je ne pense pas que cette partie de moi s'en ira un jour complètement.